En 6 minutes seulement, 3 drones étrangers parfaitement équipés ont été abattus au-dessus du ciel burkinabé. Cet écart presque absurde entre la pauvreté apparente des moyens locaux et la précision méthodique de la riposte a déstabilisé jusqu'aux observateurs internationaux les plus cyniques. Pour Ibrahim Traoré, ce choc silencieux ne parlait pas seulement de technique militaire, mais d'une bataille bien plus large autour de la souveraineté, de la dignité et du droit de décider qui regarde le Burkina Faso depuis les hauteurs. Cette nuit-là, loin des projecteurs, le pays ignoré devenait soudain un acteur que l'on devait compter. Ce qui s'est joué cette nuit-là dépasse largement la simple neutralisation de 3 drones sophistiqués. L'enjeu central est limpide. Comprendre comment un pays sous-doté peut transformer une faiblesse structurelle en levier stratégique décisif. Si cette opération a frappé les analystes, c'est parce qu'elle ouvre une possibilité nouvelle, celle où le Burkina Faso, longtemps relégué à la marge des rapports de force internationaux, devient capable de dicter les conditions d'accès à son propre ciel. Le risque est immense, car toute erreur de calcul pourrait exposer le pays à une riposte diplomatique ou technologique disproportionnée, mais la promesse est tout aussi grande, montrer qu'une souveraineté cohérente peut naître d'infrastructures limitées mais intelligemment alignées. Une question sous-jacente demeure, vibrante comme un fil tendu. Si cette première démonstration est possible, qu'arrive-t-il lorsque d'autres tentatives d'intrusion se présenteront ? Et surtout, comment ce précédent redéfinit-il les marges de manœuvre d'un État qui n'avait jusqu'ici jamais eu les moyens d'imposer une frontière aérienne crédible ? Les premières données consolidées ont révélé un schéma que personne n'avait anticipé. Sur 32 signaux recensés en moins de 10 jours, 27 suivaient exactement la même trajectoire, comme si une main invisible avait dessiné un corridor aérien dans le ciel burkinabé. Cette convergence numérique, inattendue et pourtant irréfutable, a agi comme un déclic stratégique, transformant une inquiétude diffuse en certitude opérationnelle. À partir de ce moment-là, le paysage stratégique s'est resserré. Ce qui n'était d'abord qu'un bourdonnement anodin, presque imperceptible au-dessus des plaines sahéliennes, s'est mué en une chaîne causale cohérente. Signaux répétés, anomalies confirmées, motifs détectés, menaces caractérisées. Les avant-postes militaires, longtemps relégués à un rôle d'observation passive, se sont retrouvés au cœur d'une mécanique de détection improvisée mais méthodique. Les rapports affluaient, lumières intermittentes, altitudes irrégulières, variations subtiles dans les fréquences radar. Chaque élément, isolément, paraissait anodin, mais, assemblé, il composait un récit inquiétant qui pointait vers un même acteur extérieur cherchant à sonder le territoire. Dans la capitale pourtant, la lecture n'était pas immédiate. Les autorités politiques, prudentes face aux rumeurs, hésitaient à qualifier la situation. Mais dans les cercles plus techniques, ingénieurs, opérateurs radars, analystes de terrain, la conviction se formait. La répétition de ces trajectoires, leur précision et leur insistance sur des zones sensibles n'étaient ni un hasard, ni une simple curiosité atmosphérique. Chaque nuit renforçait l'idée que quelqu'un, quelque part, mesurait la réaction du pays, testait ses latences, évaluait ses angles morts. Le rôle d'Ibrahim Traoré devint alors central, non par décret, mais par l'attention obstinée qu'il portait à ces indices, que d'autres jugeaient trop faibles pour être pris au sérieux. Pour lui, la logique était claire. Si des signaux se répètent, c'est qu'une intention se cache derrière leur régularité. Cette lecture a servi de pivot, de point d'ancrage, transformant une série d'anomalies éparses en une menace structurée que le Burkina Faso ne pouvait plus ignorer. Dès que la trame des signaux s'est clarifiée, une autre dynamique s'est enclenchée, celle où l'analyse fine d'un individu devient l'ossature d'une réponse nationale. Ibrahim Traoré, sans discours tonitruant ni protocole lourd, a assumé ce rôle presque naturellement en observant ce que d'autres continuaient à considérer comme du bruit de fond. Les premiers effets visibles se sont matérialisés à travers 2 micro-situations qui, à elles seules, ont modifié la posture du pays. Premier cas, dans un avant-poste au nord, un opérateur radar avait relevé une micro-déviation de fréquence pendant 3 nuits consécutives, trop petites pour déclencher une alerte automatisée.
Sur ordre de Traoré, cette anomalie a été recoupée avec des observations au sol, un déplacement lumineux récurrent, toujours au-dessus d'une zone rocheuse servant de passage discret. En reliant ces fragments, l'équipe a compris qu'un modèle de drone tentait de masquer son passage en synchronisant ses émissions avec les variations thermiques de la nuit sahélienne. Deuxième cas. Plus à l'ouest, un détachement avait filmé un point lumineux descendant brusquement avant de remonter à haute altitude. Aucun analyste n'y voyait plus qu'une turbulence. Pourtant, Traoré fit comparer la séquence avec d'anciennes observations. Même angle d'approche, même courbe de remontée, même direction finale. La répétition signait une intention. Ces deux cas, isolés mais convergents, ont convaincu le commandement qu'il ne s'agissait plus d'événements périphériques, mais d'une pression méthodique sur le territoire. La conclusion tenait en 12 mots. Ignorer des motifs faibles revient à laisser l'adversaire choisir le tempo. Tout a commencé lorsque les micro-anomalies, jusque-là dispersées, ont soudain cessé d'être de simples curiosités techniques. La nuit où les opérateurs ont détecté 3 variations simultanées, altitude, vitesse, fréquence, dans un laps de quelques minutes, le doute n'était plus permis. Les trajectoires s'étaient resserrées sur 3 points névralgiques, un ancien dépôt logistique, une zone d'extraction sensible et une plateforme de communication militaire. La corrélation était trop nette. Le Burkina Faso comprenait enfin que ce qui se déroulait n'était pas une série d'essais isolés, mais le préambule d'une intrusion organisée. À partir de là, tout s'est accéléré. Les ingénieurs ont réactivé des radars dont personne n'attendait plus rien. Les détachements de terrain ont revu les schémas de surveillance. Les transmissions ont fusionné en un seul réseau d'alerte continue. Et, au centre de cette réorganisation soudaine, une conviction circulait. L'incursion allait se produire et elle testerait la réactivité du pays jusqu'à la limite. Pique le moment où le silence bascule. La séquence décisive s'est produite à 03h02. Un opérateur a remarqué un signal compressé d'une densité inhabituelle qui ne correspondait à aucun des profils archivés. Moins de 30 secondes plus tard, un deuxième signal apparaissait sur un vecteur parallèle à 2000 mètres d'altitude, puis un troisième légèrement décalé, mais synchronisé sur la même pulsation mécanique. La formation était trop parfaite pour être accidentelle. Les 3 appareils avançaient comme s'ils mesuraient l'élasticité de la défense burkinabé. Les équipes ont verrouillé la première cible. Elle volait à 400 km/h à une hauteur constante, comme si elle testait la fenêtre de réaction. Ordre de tir. Immédiat. L'impact a produit une signature lumineuse, claire, brève, nette. Le deuxième drone a plongé à 1500 mètres, tentant d'échapper au faisceau radar. Erreur. L'ajustement manuel du réseau de détection l'a révélé d'autant mieux. Le troisième, plus agile, a essayé de quitter l'axe prévu et de fuir vers le sud, mais les radars recroisés l'ont rattrapé. 6 minutes, 3 cibles, aucune échappée. Aftershock, quand le ciel retient son souffle. Le silence qui a suivi n'était pas un retour à la normalité. Il était lourd, expansif, presque solennel. Ce que les équipes avaient accompli ne relevait pas seulement de la prouesse technique, mais d'un renversement symbolique. Pour la première fois, le Burkina Faso avait dicté le rythme. Pour la première fois, l'intrus était déjoué avant d'atteindre l'objectif. Les premières analyses ont confirmé l'essentiel. Les trajectoires des 3 drones étaient coordonnées. Leurs altitudes avaient été calculées pour exploiter les zones mortes du réseau. Leur vitesse indiquait une mission d'observation ciblée. Mais le point clé était ailleurs. Ce succès révélait un pays capable d'agir vite, d'improviser et de transformer des ressources fragmentées en un dispositif cohérent. Une vérité s'imposait désormais. Ce soir-là, le Burkina Faso n'avait pas seulement défendu son espace aérien, il avait imposé une limite. L'élément déterminant, celui qui a fait basculer la perception internationale, repose sur 3 mesures précises. Elles ne viennent pas d'un arsenal moderne, ni d'un système de veille sophistiqué, mais d'un ensemble d'ajustements manuels qui, combinés, ont produit une lecture cohérente du ciel burkinabé. Ces chiffres constituent la colonne vertébrale de l'opération et expliquent pourquoi la riposte du Burkina Faso est devenue un cas d'école. Premier chiffre, 2000 mètres. C'est à cette altitude que le premier drone a été intercepté, parfaitement verrouillé par un radar officiellement considéré comme obsolète. La donnée n'a rien d'anodin. Elle indique que l'appareil volait dans une zone que les opérateurs
estimait autrefois trop instable pour permettre une détection fiable. La lecture a surpris même les équipes. La phrase explicative indispensable tient en 10 mots. Cette altitude révélait une tentative d'observation discrète mais répétée. Deuxième chiffre, 400 km/h. La vitesse du premier appareil, confirmée par plusieurs observateurs, témoignait d'un profil clairement militaire. À cette cadence, un drone cherche moins à cartographier qu'à tester les délais de réaction. Les experts burkinabés ont immédiatement compris que cette allure était un message codé. Elle mesurait leur capacité à suivre une cible rapide tout en ajustant manuellement des fréquences fragiles. Phrase d'explication, cette vitesse mesurait directement la réactivité opérationnelle des équipes locales. Troisième chiffre, 1500 mètres. C'est la hauteur à laquelle le deuxième drone a tenté d'échapper, dans une descente brusque visant à contourner la grille radar recalibrée. Cette manœuvre était censée exploiter un angle mort structurel hérité d'un système incomplet depuis des années. Mais la recomposition des points d'écoute, une opération improvisée à partir d'équipements recyclés, a transformé cette faiblesse en piège. Phrase d'explication, cette altitude trahissait une stratégie d'évasion parfaitement anticipée. À partir de ces trois mesures, la logique baseline delta prend tout son sens. Le baseline, un pays dont la défense aérienne est fragmentée, vieillissante et sous-financée. Le delta, la capacité d'aligner des fragments hétérogènes, radars recalibrés, observations au sol, transmission synchronisée pour constituer une matrice de détection cohérente. Ce changement de dynamique n'a pas seulement permis d'abattre 3 drones en 6 minutes, il a démontré qu'un État sans supériorité technologique peut compenser par l'ingéniosité, la discipline et la lecture attentive des microsignaux. Et dans cette équation, le rôle d'Ibrahim Traoré reste central, non comme figure héroïque, mais comme pivot méthodique autour duquel les informations se sont organisées. Il n'a pas ajouté de puissance matérielle, il a ajouté de la cohérence. Et la cohérence, dans ce type d'affrontement asymétrique, vaut souvent plus que le matériel. Ainsi, ces 3 mesures, altitude, vitesse, évasion, constituent moins des données isolées que les 3 angles d'un même triangle stratégique. Un triangle qui explique pourquoi, ce soir-là, la défense burkinabé n'a pas seulement répondu, mais anticipé. La discussion internationale qui a suivi l'incident a rapidement cristallisé 2 positions distinctes, chacune s'appuyant sur une lecture partielle mais cohérente des faits. La première soutient que la neutralisation de 3 drones sophistiqués ne prouve rien d'autre qu'un coup de chance stratégique. Selon cette ligne, les appareils auraient pu appartenir à une génération intermédiaire, moins performante que celle déployée dans des opérations de surveillance avancées. L'argument insiste sur la possibilité que les opérateurs étrangers n'aiment pas utiliser toutes les fonctionnalités de furtivité disponibles, rendant l'interception plus accessible qu'elle n'en avait l'air. Dans cette perspective, le succès burkinabé serait moins le fruit d'une compétence éprouvée que d'un concours de circonstances favorables. En miroir, la deuxième position affirme que cet épisode constitue la preuve concrète d'une montée en compétences tactiques du Burkina Faso. Ce courant insiste sur la combinaison de 3 éléments, la répétition des trajectoires repérées avant l'incident, la cohérence interne des ajustements manuels apportés au réseau radar, et le fait que les 3 drones ont été détectés puis détruits en un intervalle remarquablement court. Cette lecture met en avant la capacité du commandement à extraire du sens de signaux faibles, à aligner les observations dispersées et à anticiper les tentatives d'évasion. Pour ces analystes, ignorer ce degré de coordination reviendrait à sous-estimer une dynamique réelle de montée en maîtrise opérationnelle. La réponse solide, le Stillman, se situe entre ces 2 pôles. Oui, les drones ne représentaient peut-être pas l'expression la plus extrême de la technologie militaire moderne. Oui, l'écosystème de défense burkinabé demeure fragile, fragmenté et dépendant d'improvisations successives. Mais les données issues de la nuit de l'attaque montrent aussi autre chose, une capacité à reconnaître des motifs répétés, à reconstruire un réseau défaillant, à verrouiller 3 cibles très différentes en moins de 6 minutes. Autrement dit, le succès ne repose ni sur la chance, ni sur une supériorité soudaine, mais sur une convergence rare, cohérence, vigilance, adaptation.
Et cette convergence suffit à expliquer pourquoi l'opération a produit un impact bien plus large que son échelle matérielle. Le point de bascule est arrivé. Ce n'était pas un tir ni un signal radar inhabituel, mais un changement soudain dans la logique générale des intrusions. Pour la première fois depuis le début des observations, les drones abattus révélaient une information implicite. Ils ne cherchaient pas seulement à cartographier des positions, mais à tester la cohésion interne d'un pays longtemps décrit comme vulnérable. Cette révélation, discrète mais déterminante, a redéfini la manière dont les équipes interprétaient les données. En analysant la synchronisation des 3 trajectoires, les opérateurs ont remarqué un détail passé inaperçu. Chaque appareil suivait une courbe qui frôlait des zones autrefois considérées comme marginales. Ce choix n'était pas technique. Il traduisait une tentative de mesurer la capacité du Burkina Faso à surveiller ses propres marges, ses propres oublis. C'est dans ce glissement que le rôle d'Ibrahim Traoré a pris une nouvelle dimension. Non pas celle d'un commandant réactif, mais d'un acteur capable de comprendre que l'objectif réel n'était peut-être pas l'infrastructure militaire, mais la logique de défense elle-même. En d'autres termes, les intrusions ne visaient pas seulement le territoire, elles visaient la manière dont le pays pensait ce territoire. Cette prise de conscience changeait tout. Les répercussions de l'opération ne se sont pas limitées à l'espace militaire. Elles ont touché 4 sphères essentielles, nationales, diplomatiques, narrative et régionale, chacune révélant une transformation profonde provoquée par la neutralisation des 3 drones. La première onde de choc s'est propagée à l'intérieur du pays. Pour la population, longtemps habituée à l'idée d'un État dépassé par des menaces invisibles, l'opération a agi comme un réajustement brutal de la perception. Les soldats en poste, souvent relégués à des tâches routinières, ont découvert que leur réactivité pouvait réellement influencer le destin du territoire. Les civils, quant à eux, ont interprété ce moment comme une preuve qu'un pays, avec des moyens limités, peut encore reprendre l'initiative. L'effet psychologique a été massif. Confiance accrue dans la défense, sentiment renouvelé d'appartenance, consolidation du lien entre population et institution. Ce point-là, Ibrahim Traoré l'avait anticipé. Il savait que la souveraineté commence par l'imaginaire collectif. La sphère diplomatique a immédiatement réagi. Certains États ont vu dans l'incident un simple revers technique, mais d'autres ont compris qu'une ligne invisible venait d'être franchie. Le Burkina Faso n'était plus un territoire à survoler sans conséquences. Les partenaires régionaux se sont montrés plus prudents, réévaluant la possibilité de coopération militaire. Les puissances extérieures, quant à elles, ont entamé des calculs plus complexes. Fallait-il renforcer ou réduire leur présence indirecte ? En quelques jours, le pays a cessé d'être un espace passif pour devenir une variable stratégique. Sur le plan narratif, le renversement a été spectaculaire. Jusqu'ici, les récits qui concernaient le Burkina Faso étaient dominés par la fragilité, le sous-équipement, la dépendance. Mais la destruction en 6 minutes de 3 drones venus de l'extérieur a bouleversé cette trame. Les médias régionaux ont commencé à parler d'ingéniosité tactique. Les analystes ont reconnu une cohérence rare dans la manière dont les équipes avaient interprété les signaux faibles. Le discours public s'est déplacé. D'un pays observé, le Burkina Faso est devenu un pays capable d'observer, d'analyser et de décider. À l'échelle du Sahel, l'impact a été encore plus visible. Les États voisins, eux aussi confrontés à des intrusions aériennes répétées, ont observé avec une attention extrême la méthode employée, recalibrage manuel, centralisation des observations, réaction rapide. Le message envoyé est simple mais lourd de conséquences. La supériorité technologique n'est pas un absolu. Ce renversement ouvre une porte nouvelle aux pays de la région, celle d'une autonomie tactique qui ne repose pas sur des systèmes coûteux, mais sur la discipline et la cohérence. Ibrahim Traoré, vu depuis l'extérieur, devient alors moins une figure strictement nationale qu'un signal politique, un exemple qui pourrait inspirer d'autres capitales du Sahel. Les 6 à 12 prochains mois forment une zone grise où plusieurs trajectoires demeurent possibles. L'opération réussie fournit un point d'appui solide, mais elle n'élimine ni les incertitudes, ni les jeux d'influence qui s'exercent autour du Burkina Faso. 3 scénarios se détachent, chacun découlant directement des signaux observés après la neutralisation des drones. Dans ce scénario,
Le pays poursuit la dynamique enclenchée, mais sans changement drastique. L'armée renforce ses capacités d'observation à partir des systèmes existants, affine le réseau de surveillance improvisé et stabilise une doctrine opérationnelle cohérente. Les partenaires régionaux, intrigués par le succès burkinabé, ouvrent des discussions exploratoires autour d'une coopération technique limitée mais régulière. La diplomatie extérieure reste prudente. On teste, on observe, on évite les mouvements brusques. Ce scénario n'est pas spectaculaire, mais il est solide. Il transforme l'exploit en progression contrôlée. Dans cette hypothèse, l'exemple burkinabé crée un précédent structurant. Les États voisins, confrontés à des intrusions similaires, adoptent à leur tour des méthodes d'observation dérivées du modèle imposé durant l'incident. Centralisation des données, synchronisation des radars, lecture attentive des micro-anomalies. Le Burkina Faso devient une référence tactique, capable d'influencer la manière dont la région conçoit la souveraineté aérienne. Les partenariats techniques s'élargissent, la coopération du Sahel se densifie et l'État gagne en légitimité. Les pressions extérieures diminuent car le coût politique d'une intrusion monte. Ce scénario transforme une victoire ponctuelle en changement structurel. Le troisième scénario se nourrit des réactions potentiellement hostiles. Certaines puissances peuvent choisir d'augmenter la pression, non par des drones visibles, mais par des mécanismes plus subtils. Pression diplomatique, campagne narrative, restrictions économiques. Le Burkina Faso pourrait alors se retrouver dans une posture défensive permanente, obligé d'allouer ses ressources limitées à des réponses rapides plutôt qu'à des investissements de fonds. La souveraineté demeure, mais son coût augmente. Une recommandation de pensée, éviter les certitudes rapides, observer les variations fines. Un État n'avance pas en anticipant les miracles, mais en comprenant les rythmes qui façonnent ses marges de manœuvre. Les répercussions de l'opération ne se comprennent pleinement que lorsqu'on les observe à hauteur humaine. Au-delà des radars, des trajectoires et des chiffres, l'incident a modifié la façon dont trois groupes distincts, que l'on peut appeler A, B et C, se projettent désormais dans leur rapport au pays, à la sécurité et à la souveraineté. Groupe A, ceux qui vivent aux marges, ce sont les agriculteurs, les transporteurs, les habitants de zones éloignées. Pour eux, l'espace aérien n'était qu'une abstraction lointaine, un concept réservé aux puissances extérieures. La neutralisation des drones a pourtant produit un effet concret, la sensation que les marges cessent d'être des zones oubliées. Ils se sentent, pour la première fois depuis longtemps, intégrés dans une histoire nationale où leur environnement immédiat fait partie de la stratégie. Groupe B, la jeunesse urbaine. Étudiants, techniciens, apprentis ingénieurs. Ce groupe a lu l'événement comme une démonstration que la technologie ne se résume pas à la possession d'outils coûteux. Le modèle improvisé burkinabé leur montre qu'on peut innover à partir de peu, aligner ce qui existe, transformer des contraintes en méthode. Cette idée résonne particulièrement fort. Elle nourrit un sentiment de possibilité. Pour beaucoup, l'opération a ouvert un espace mental nouveau, celui où la compétence peut primer sur l'équipement. Groupe C. Les acteurs institutionnels, fonctionnaires, responsables locaux, cadres militaires. Ce groupe a vu dans l'incident une preuve que la coordination intersectorielle est réalisable. L'idée qu'un pays puisse synchroniser des équipes disparates pour répondre à une intrusion extérieure redéfinit leur perception du service public. Ils se sentent moins spectateurs, davantage acteurs d'une architecture de souveraineté en construction. Dans ces trois cercles, une même intuition circule. L'opération n'a pas seulement protégé un ciel, elle a réorganisé la manière dont chacun se voit à l'intérieur du pays. Pour transformer une victoire ponctuelle en système durable, le Burkina Faso doit s'appuyer sur une trajectoire méthodique structurée en quelques étapes claires. L'objectif n'est pas d'imiter les grandes puissances, mais d'institutionnaliser les réflexes qui ont permis de neutraliser les 3 drones. Voici un cadre en 5 mouvements, chacun associé à un acteur, un timing et un indicateur de suivi. Qui ? Équipes techniques, PUPA, plus opérateur radar. Quand ? Immédiatement. Action. Unifier les journaux de bord, harmoniser les formats d'alerte, créer une base commune. Mesure. Temps moyen de circulation d'une anomalie entre 2 postes. Qui ? Ingénieur militaire. Quand ? Sous 30 jours. Action. Reproduire les ajustements manuels qui ont permis l'interception, documenter chaque réglage. Mesure.
taux de détection des signaux faibles qui, jeune technicien plus cadre de terrain, quand 3 mois, action, apprentissage des motifs récurrents, étude des trajectoires irrégulières, simulation d'intrusion, mesure, précision des classifications en temps réel, qui, autorité locale plus postes avancés, quand 6 mois, action, établir un protocole d'alerte partagé pour les zones reculées, mesure, délai entre une observation civile et sa validation technique, qui, commandement national sous la supervision d'Ibrahim Traoré, quand 9-12 mois, action, définir les seuils d'alerte, les réponses graduées, les zones prioritaires. Mesure, capacité à reproduire une interception en moins de 10 minutes. Ce chemin n'ajoute pas de puissance brute, il ajoute de la cohérence. Et la cohérence, ici, fait toute la différence. Lorsque les échos de l'opération se sont dissipés, un détail est revenu hanter les esprits, ces 2 microsignaux que tout le monde avait d'abord ignorés. La déviation minuscule détectée au nord, la chute brusque filmée à l'ouest, des fragments presque dérisoires qui avaient semblé trop faibles pour peser sur le réel. Pourtant, c'est à partir d'eux que le pays a reconstitué la carte invisible de la menace. Dans ce retour en arrière, une évidence s'impose. Rien de ce qui a compté n'était spectaculaire. Pas les radars, pas les tirs, mais l'attention, la patience. Cette manière de regarder un détail comme s'il était un message. Ibrahim Traoré, dans cette lecture lente des signes, a montré qu'une souveraineté ne naît pas d'un acte héroïque, mais d'une vigilance partagée. Chaque geste, celui de l'opérateur hésitant, celui du soldat qui filme, celui du technicien qui compare, a compté autant que le tir final. Et c'est en reliant ce qui semblait insignifiant que le pays a retrouvé une part de lui-même, la certitude qu'il peut encore se protéger, même lorsque l'adversaire se cache dans le silence. La phrase qui résume ce moment tient en 11 mots. Ce sont les détails faibles qui ont changé la force du pays. Le silence qui a suivi l'opération ne disait pas seulement la fin d'une intrusion. Il ouvrait un espace où chacun pouvait se demander ce que signifie protéger ce qui nous appartient. Le Burkina Faso a montré qu'un pays peut transformer ses fragilités en méthode, ses limites en vigilance et sa dispersion en cohérence. Cette transformation n'appartient pas seulement aux institutions. Elle concerne toute une société qui redécouvre sa capacité à lire les signes du monde. Dans un contexte où les puissances extérieures multiplient les pressions invisibles, la réponse la plus solide reste souvent celle qui s'enracine dans l'attention collective. Observer, interpréter, relier, 3 gestes simples mais décisifs. Ils dépassent le cadre militaire et rejoignent la vie quotidienne, là où chacun peut devenir un point d'alerte, un relais, une conscience. Alors une question demeure, non pas pour les analystes, mais pour vous. Quelles sont les lignes que vous souhaitez protéger? Et comment pouvez-vous les reconnaître avant qu'elles ne soient franchies? Partagez vos réflexions, car une souveraineté ne se construit jamais seule.